Bonjour, bonjour au présentiel et au distanciel. Le but aujourd'hui, c'est d'entamer une nouvelle thématique. Ça concerne aussi l'impact de la crise sanitaire, la nouvelle définition du défaut. Ça vient dans la suite logique de l'évolution bâloise de la gestion du défaut. Au début, j'aimerais bien commencer par une petite présentation du risque de crédit, les notions, les évolutions à travers le temps, et après on passera à la nouvelle réforme. Le risque de crédit, c'est le risque de défaillance d'un client qui ne peut pas honorer ses dettes envers un organisme financier. C'est-à-dire, il tient sa dette, mais il ne peut pas la honorer dans la date de paiement. Le risque de crédit se décompose en trois grands postes. Le risque de défaut, c'est le manquement d'un emprunteur de payer principalement soit le capital, soit les intérêts de sa dette. Il y a le risque sur le taux de recouvrement en cas de défaut, c'est-à-dire c'est quoi la somme qu'on peut récupérer effectivement à la casse, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste chez l'emprunteur qu'on peut récupérer. Et il y a aussi le risque de dégradation de la qualité des portefeuilles, comme la crise des subprimes, c'est-à-dire quand tu as un portefeuille financier, surtout du côté de la finance de marché, un client ou une certaine partie des clients tombe en défaut, mais ça impacte en globalité la qualité d'un portefeuille global. Passons maintenant aux approches de calcul des risques de crédit. On a surtout le côté historique, c'est l'approche standard, c'est-à-dire à travers le temps, il y avait les agences de notation qui notaient leurs clients, qui donnaient une certaine pondération de risque. Et là, c'était vraiment de l'observation et un peu du vécu. Après, avec BAL2, on a passé à l'approche notation interne, qui se divise en deux méthodologies principales. C'est l'approche IRB Fondation, où on modélise surtout la probabilité de défaut, mais on estime de façon de pondération la LGD et la EAD. C'est-à-dire l'expected loss a un seul indicateur qui est calculé et les autres sont estimés. Mais par rapport à l'évolution, l'approche avancée, on estime tous les indicateurs de façon statistique, de façon de modélisation en régression logistique. Et comme ça, on peut calculer l'expected loss. L'expected loss, c'est le risque de crédit. C'est le résultat de la multiplication de la PD, de la EAD et la LGD. Pardon, c'est la EAD, c'est pas la AG. Historiquement parlant, on a premièrement essayé de mesurer le risque de crédit lors du premier comité de Bâle en 1988 avec le ratio de Cook. Après, il y avait l'impact du risque de marché sur le calcul global avec l'amendement sur le risque de marché en 1996, l'évolution de 2004 avec le ratio de McDonough. En BAL 3, on a passé avec l'IRBF et l'IRBA de façon statistique, comme on le connaît maintenant, avec la méthodologie de classification hiérarchique, avec la régression logistique. On utilise plusieurs outils pour faire ça, comme les SAS, comme les SPSS, comme eViews. Après, vu la crise de 2008, on a revu les provisions en risque de crédit à travers la nouvelle régulation d'IFRS 9 et avec les nouveaux impacts du défaut des clients à l'international, on doit revoir au niveau de l'EBA la nouvelle définition des défauts qui va impacter surtout l'harmonisation de la définition d'un défaut en termes d'un payé, d'un gelé ou d'un irrégulier. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, le sommaire. Le sommaire est ce que vous voyez sur l'écran. On va essayer de décrire c'est quoi le contexte, les objectifs et les enjeux, qu'est-ce qu'on a introduit de nouveau, les impacts de la nouvelle définition des défauts et les étapes de façon pratique, comment on doit mettre en place la NDOD et quels sont les défis, les difficultés et les challenges que devront avoir les organismes financiers et bancaires sur la place pour implémenter ça. Premièrement, c'est le cadre réglementaire de la nouvelle définition de défaut. On a
La problématique pour le BA, pour la BCE, pour toute la réglementation bancaire, c'est que chaque banque estime son défaut de sa manière avant BAL 3. Chacun ne mesurait pas le risque de crédit de façon harmonisée. Le but de cette nouvelle définition de défaut, c'est d'harmoniser premièrement le but du défaut et comment on va provisionner en termes de maturité. L'impact principal des mesures va impacter les trois métriques clés. C'est la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et l'exposition en cas de défaut que j'ai présenté dans le deuxième slide. Ça, pour établir cette loi, en septembre 2016, il y avait un rapport d'analyse des disparités des orientations préliminaires pour harmoniser le défaut. En janvier 2017, on a finalisé ces orientations-là. En juillet 2018, on a essayé de publier la première version des seuils de signification d'exposition et on a demandé des commentaires qu'on a récoltés pendant 2 ans, jusqu'en 2019. Et puis, on a émis un texte final pour appliquer les guidelines à partir de janvier 2021. Mais je crois, à mon avis, que ça va être un peu reporté avec cette crise sanitaire parce que ça nécessite beaucoup d'investissement. Passons maintenant aux objectifs et aux enjeux de la réglementation de la nouvelle définition de défaut. Comme cadré en jaune, l'harmonisation jugée nécessaire par l'autorité bancaire européenne, l'EBA, pour réduire l'hétérogénéité et augmenter la comparabilité entre les établissements bancaires européens. C'est-à-dire, si un client il tombe en défaut dans n'importe quelle banque, il doit être jugé de la même manière. En termes de reporting, en termes de BCBS 239 qui concerne la qualité des reporting pour la BCE, le défaut doit être le même par rapport à chaque banque et dans tous les reportings. C'est-à-dire on juge un défaut de façon unique. L'objectif de cette définition de défaut est d'établir une convergence des pratiques des institutions financières et des pratiques de surveillance en ce qui concerne l'application du défaut de paiement. Et l'harmonisation va permettre d'améliorer la comparabilité en exigeant son fonds propre, évidemment, et d'alléger le fardeau des institutions bancaires transfrontalières devront se conformer dans un cadre réglementaire. C'est-à-dire, si une banque traite avec l'euro, elle doit se conformer à ça. Comme ça, lorsqu'elle tombe en défaut, elle est jugée de la même manière. Oui. Elle est jugée de la même manière. C'est ça. Là, il y a une liste de le pourquoi du comment, les numéros des textes par rapport à l'IFRS 9, comment on veut appliquer. J'ai listé les buckets 1 et 2 et 3. Comme ça, si vous voulez développer le sujet, vous pouvez détailler ça avec les articles, avec les textes de l'EBA. Pour le périmètre de l'application, c'est toute banque appliquant l'approche notation interne ou l'approche notation standard. C'est-à-dire, un délai de paiement peut se calculer par rapport à 90 jours. 3 impayés, c'est-à-dire un défaut. Pour les évolutions introduites, j'ai fait un tableau synthèse où il y a les expositions, les délais de paiement, les indicateurs de vraisemblance de défaut, le défaut basé sur les données externes et les exigences de cohérence. Les créances sont divisées sur 3 sections majeures. Les créances achetées, les créances de retail et le souverain et les institutionnels. Pour le délai de paiement, on a 180 jours maximum avec l'exclusion des obligations. Banque Centrale Européenne, c'est 90 jours. Ajustement de compteur de jours, c'est-à-dire le countdown, il est fixé à 80 jours. L'interruption de comptage de jours de retard en cas de disposition juridique interrompant le paiement, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire en cas de défaut, en cas de défaut et il y a une procédure juridique, on doit mettre une pause sur le countdown et laisser la décision de la justice permettant de passer en défaut ou de garder le client sain. La suspension du contrat du jour en cas de litige, c'est-à-dire aussi, côté justice, exclusion du retard du fait du problème technique, les causes techniques éligibles sont mentionnées. Introduction des conditions spécifiques déterminant le fonctionnement du countdown du retard, c'est les créances achetées.
Par rapport aux créances retail, les conditions sur les deux options exclusives de prise en compte du défaut facilitées au niveau débiteur. Il y a aussi les conditions de contagion. Le contagion, c'est si on a un groupe de clients avec lequel on travaille et on a un client qui tombe en défaut, tout le groupe lié avec ça, soit par un lien parental, soit un lien économique, va passer tout le groupe avec cette entreprise en défaut. C'est-à-dire on ne peut pas travailler avec un client où un élément de son groupe est en défaut. Pour les souverains institutionnels, la possibilité de traitement spécifique à 180 jours maximum, parce que les souverains institutionnels, c'est-à-dire on parle à des États, on parle à des piliers du marché, des fois des régulateurs aussi. L'indicateur de vraisemblance du défaut, la définition pour les deux créances achetées et les créances retail, la définition plus précise des ajustements des encours dus à la dégradation de la solvabilité des débiteurs de pertes économiques à la vente de créances, c'est-à-dire 100 pour une exposition detail, 500% pour autre, et 1 pour la totalité des encours du débiteur. Pour les souverains et les institutionnels, on n'a rien qu'autre que le retard de paiement parce qu'il va payer, en fin de compte. Le défaut basé sur les données externes, c'est l'exigence détaillée sur le traitement des signes de défaut, c'est-à-dire tout ce qui est information qui peut aider à prévoir qu'un client peut tomber en défaut. Parce qu'il y a les données comptables, il y a les données physiques, mais aussi l'information. Et l'information a son importance, surtout en termes de risque de contrepartie. L'exigence de cohérence, le périmètre de la définition des défauts doit être rigoureux et cohérent pour tout le groupe bancaire, pour les mêmes types d'expositions prises en compte obligatoirement. La nouvelle définition des défauts doit estimer et détailler ça en détail sur les textes de loi écrites. L'impact de la NDOT sur les variables clés du risque de crédit. Par rapport à la probabilité de défaut, on a un historique de PDA analysé, ajusté pour les clients afin d'harmoniser la nouvelle définition des défauts. On a un changement potentiel par rapport, on risque un changement potentiel et draconien par rapport aux grilles de probabilité de défaut et les grilles de notation. Parce que les probabilités de défaut nous permettent de créer des grilles de notation. Lorsque la probabilité de défaut elle est dans un segment de défaut, on peut rattacher une classe de risque. Et c'est comme ça qu'on dessine des grilles de notation pour les clients. Pour la perte en cas de défaut, la LGD, les impacts sont faibles a priori pour les pertes et le coût de recouvrement, parce que la LGD, c'est du recouvrement, c'est ce qu'on va récupérer en fin de compte. Et on a tout ce qui est exposition en cas de défaut, et là, c'est où il y a le gros impact. Parce que les impacts sont considérables pour les établissements. Il y en a qui ne gèlent pas le compteur de retard en cas de restructuration de prêt. C'est-à-dire, on a un client en défaut, mais on est en traitement dans son crédit de restructuration, mais on le laisse sain, mais on ne le laisse pas en défaut, et ça peut fausser les données sur le marché. Il y a qui ne tenaient pas compte les comptes de retard d'origine technique, c'est-à-dire si un moteur de crédit ne fait pas tomber une traite et il reste en impayé, il peut impacter le titre qu'il tient d'impayé sur son rapport de solvabilité par exemple. Et ça peut l'impacter sur la notation en général sur la place. Et il y a qu'il n'y avait pas de seuil de signification uniforme pour les expositions, c'est-à-dire on traite chacun par des règles maison, on peut dire ça. Le processus de remontée des informations nécessaires à la détection rapide des défauts aux personnes concernées, c'est-à-dire l'information doit circuler rapidement et de façon cohérente, récolter quotidiennement les signes de défaut lorsqu'ils sont objets de processus automatisés, et ça c'est une exigence de l'EBA, et on va parler de ça après, et optimiser la fréquence de recensement, c'est-à-dire il y en a qui recensent le défaut de façon hebdomadaire, mensuelle, mais là on demande du quotidien. Classification effective des expositions en défaut en fonction des signes et des évaluations actualisées. Et là, c'est la case information qui circule sur le marché. Et aussi mettre en place des mécanismes de contrôle, exhaustivité et réactivité des processus précédents. C'est-à-dire les directions d'inspection générale, de contrôle permanent surtout, qui font un contrôle quotidien, doivent contrôler l'exhaustivité et la réactivité
des reportings et de l'information qui circule au sein de la banque pour vérifier que les choses maintiennent et tiennent la route des textes écrits par le beurre. Les étapes de mise en conformité de la NDOT par les banques. L'impact est particulièrement important pour les banques qui ont une approche IRB, notation interne, pour lesquelles la définition des défauts utilisée elle est très différente aux nouvelles règles proposées, parce que la plupart ils travaillent avec des modèles maison. Le nouveau dispositif devra être approuvé par l'organe de direction, par un comité désigné par lui, conformément à l'article 189, paragraphe 1 du texte de l'EBR, être parfaitement intégré dans le processus de gestion interne des risques par la banque, ça c'est primordial. Faire l'objet d'un reporting vers l'organe de direction de la banque, faire l'objet d'une revue indépendante régulière par l'audit interne, dont les conclusions seront communiquées directement à l'organe de direction ou au comité qui gère cette partie-là. La nouvelle définition, cette NDOT devra entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Néanmoins, on peut dire avec cette crise de Covid et tout, ça va bien, mais ça va ralentir le calendrier. Parce que c'est un investissement très lourd en termes de structure informatique. Il y a plusieurs besoins nécessaires. Un besoin d'adaptation des données historiques par rapport à la nouvelle définition des défauts, c'est-à-dire qu'il faut harmoniser, décrire de nouveaux seuils aux critères significatifs pour en arriérer sur une obligation de crédit, c'est-à-dire un impayé. La détermination dans les politiques internes de banque, des types d'accords pouvant être considérés comme des mesures comptables à la faillite, de la vérification et de l'adéquation de la définition de défauts utilisés dans les données externes avec une nouvelle définition interne à la banque. Et il faut documenter, il faut avoir des sources de données externes, il faut avoir le maximum d'informations pour harmoniser cette nouvelle définition de défauts. Il y a aussi une nécessaire évaluation de l'impact significatif pour la nouvelle définition de défauts. Cet impact concerne tous les paramètres de risque internes et externes à la banque. Il y a aussi le terme d'exigence en fonds propres, la couverture. Il conviendra également d'évaluer l'importance de l'écart par rapport à l'ancienne définition de défaut de la banque et identifier les ajustements nécessaires. Et ça doit être rédigé dans un document qui doit être mis à jour de façon récurrente. Une prise en compte d'une marge de prudence supplémentaire, celle-ci est requise sur le système de notation interne qui mouline les données PD et GDEAD et doit être associée aux données historiques. Les défis pour les banques, et ça c'est la grosse partie et c'est ce qui va être vu dans les prochains mois sur la place financière. Et premièrement, les impacts organisationnels, c'est qu'il faut harmoniser les processus et les formes de gouvernance pour le suivi des indicateurs de risque de crédit, l'alignement du doute comptable, la revue du dispositif de provisionnement et la mise à niveau des décisions métiers et des processus opérationnels. Il y a aussi la réorganisation profonde des métiers, la comptabilité, finance et risques, qui sont reliés. Il y a aussi des défis financiers, l'évolution des stratégies d'optimisation du capital afin de pallier l'augmentation importante des fonds propres, préconisation d'une approche de mesure de risque par portefeuille, c'est-à-dire on ne peut pas définir un défaut pour le GE comme celui de la PME ou de la TPE ou de la clientèle retail. Et aussi, il faut introduire des floors sur des seuils sur chaque paramètre de risque, la PD, la LGD, la EAD. Pour les défis technologiques, et ce sont vraiment coûteux autant que l'augmentation des fonds propres, c'est le développement de nouveaux modèles quantitatifs de la PD, de la LGD et la EAD distinctement, et améliorer aussi les modèles existants par rapport au niveau de granularité demandé par le régulateur. Il y a aussi la gestion de la data, parce que le nombre d'informations, le nombre de critères, de métriques demandés pour calculer chaque critère va augmenter. On doit utiliser beaucoup d'historique et ça va vraiment faire évoluer les modèles de data gérés afin de mouliner la nouvelle définition des défauts en général.
Mobilisation d'expertise quantitative en complément de compétences réglementaires et des systèmes d'information. Une forte coordination sera également nécessaire car la réforme n'est pas sans incidence sur les chantiers. BCBS 239, c'est la data quality pour le reporting risque, l'IFRS 9 et la FRTB menée en parallèle. Je vous ai laissé 5 références clés sur lesquelles je me suis basé sur cette présentation-là, qui est un peu comment dire, très résumé. Mais n'hésitez pas à demander des questions si vous voulez vraiment que je détaille de plus, parce que sur le côté PD et GDEAD, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, en termes de scoring surtout. Et merci beaucoup pour votre temps et pour votre attention.